Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie et lecteurs assidus du Salon Beige, bonjour et bon dimanche à tous, en ce dimanche après l'Ascension, où nous honorons la grande figure de Saint Pascal Bellon, de l'ordre de Saint-François. Bienvenue dans le libre journal de la Résistance et de la Reconquête, et où j'ai le grand plaisir de recevoir dans mon libre journal Clotilde Noël, auteure d'un ouvrage absolument magistral et fondamental, et j'insiste, je pèse mes mots pour les auditeurs de Radio Courtoisie et pour les lecteurs du Salon Beige, qui s'appelle Tombé du nid, qui est un témoignage absolument hors norme, hors du commun, de votre vie, de ce qui vient de se passer dans votre famille. Alors Clotilde Noël, pour ceux qui ne vous connaissent pas, donc vous êtes une jeune mère de famille, vous êtes la 9e de 9 enfants, Oui, vous avez un frère, deux frères, c'est ça? oui, exactement. Et 6 sœurs, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et du coup, vous êtes aussi la maman de 7 enfants. Voilà. 6 enfants que le bon Dieu vous a donnés naturellement. Et un petit enfant, une petite fille, la 7e, que le bon Dieu vous a aussi donnée, mais vous a envoyée et que vous avez adoptée. Et l'histoire Tombée du nid est votre histoire, toute votre quête, les 3 années qui viennent de s'écouler, où vous avez décidé en famille, parce que ce n'est pas une décision que vous avez prise seule, c'est même pas une décision que vous avez prise, d'ailleurs c'est quelque chose qui vous a poussé de l'intérieur, Exactement. à aller adopter un petit enfant qui était tombé du nid, un enfant qui n'avait plus de parents, et après vos 6 enfants que le bon Dieu vous avait donnés. Et donc c'est cette quête vers ce petit enfant qui en plus, comme vous le dites, c'est un enfant à particularité, et qui est un enfant handicapé, petite fille Marie, qui est donc trisomique, qui a le gène de la trisomie 21, et qui aujourd'hui fait votre bonheur dans la famille, et qui a 2 ans et demi. Donc c'est toute votre histoire, l'histoire de cette longue marche, difficile marche vers Marie, que vous racontez dans cet ouvrage incroyable qui s'appelle Tombé du nid, et que je ne peux que vous recommander, chers amis auditeurs. C'est venu assez naturellement finalement. Nous avons commencé les démarches pour adopter Marie. Rapidement, on s'est rendu compte qu'on partait dans une sacrée aventure. Oui. On a fait des magnifiques rencontres. Et puis, malheureusement, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que c'était finalement plus compliqué que ce qu'on pouvait imaginer. On est rentré un peu dans une lutte d'idées, dans une lutte de penser la vie différemment. Et donc, j'ai pris des notes régulièrement sur tout ce chemin en me disant ça sera intéressant pour nos enfants qui sachent pourquoi finalement on avait décidé de les pousser dans un autre quotidien, qu'on avait décidé de les chambouler. Et ma première volonté aussi était de permettre à Marie de savoir qu'elle avait été aimée bien avant son arrivée, qu'elle avait pris racine dans nos cœurs dès le commencement des démarches. Il y a une phrase dans votre livre, vous commencez quasiment par là, qui aurait pu être le titre de votre livre, qui dit, donc qui êtes-vous, tu es né dans mon cœur, il me semble, depuis toujours. Voilà, exactement. C'est une des phrases qui m'a le plus marqué dans votre livre, et en fait c'est vraiment la trame de ce livre extraordinaire, c'est un témoignage d'amour. Comment, avec votre mari Nicolas et vos enfants, vous est venue cette intuition, et pourquoi quand on a la chance, parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir déjà 6 enfants, on veut encore en avoir d'autres. Et on va chercher un autre enfant qu'on va chercher par l'adoption, qui est quand même une démarche très particulière. On avait un réel désir d'enfant, mais c'était pas juste le fait d'agrandir notre famille, juste le fait d'avoir un 7e, juste le fait d'avoir un nombre prédestiné. C'était vraiment c'est vrai que ça sonne bien 7. Voilà, mais c'était vraiment aimer un enfant. Et au-delà mais vous en aviez 6 à aimer déjà. Oui, mais je crois que l'amour a été plus fort que ça. Et c'est peut-être et pour le coup, c'est la première fois qu'on s'est posé la question vraiment pourquoi un enfant de plus. Et très simplement à cette question qui est pourtant assez compliquée, on s'est dit on veut juste aimer. Et donc en fait, on est parti dans une dynamique d'une rencontre, pas forcément avoir un enfant de notre génome, pas forcément avoir un enfant parfait. Finalement, un cariotype nickel, ça ne nous intéresse pas forcément. Nous, ce qu'on voulait, c'était aimer. Et donc finalement, pourquoi pas aller chercher un enfant que personne ne veut? Pourquoi pas aller vers l'enfant plutôt que toujours que l'enfant vienne à nous? Et ça a été notre étincelle de départ finalement. Alors ça, c'est important. On en revient au titre de votre ouvrage, Tombé du nid.
Et je rebondis sur ce que vous venez de dire, un enfant dont personne ne veut. Qu'est-ce qu'un enfant dont personne ne veut et pourquoi aller au bout de cette folie-là? Pourquoi aller chercher cet enfant dont personne ne veut? Alors un enfant de personne ne veut, ça s'appelle un enfant dans les identifications, on va dire, du Conseil général, ça s'appelle un enfant dit à particularité. C'est-à-dire un enfant qui n'est pas parfait. Alors c'est vrai que c'est très compliqué aujourd'hui de vous expliquer ce que c'est qu'un être parfait, mais pour eux c'est un être qui est un peu cabossé, qui a différents handicaps. Et donc ces enfants-là sont des pupilles de l'État, abandonnés en général dès la naissance, à partir du moment où on a diagnostiqué le problème. Et pour le coup, ces enfants-là n'ont malheureusement aucune famille. Nous, notre désir, c'était vraiment... On s'est vraiment posé la question. C'est des enfants abandonnés et il n'y a pas de famille pour eux puisqu'ils portent un handicap et qu'on considère qu'avec un handicap, la vie est plus compliquée ou que je ne sais quoi. Donc nous, notre projet, c'était vraiment tourné vers cet 7e enfant, d'aimer finalement sans condition. On avait envie d'aimer. Et en fait, je pense que depuis toujours, c'est pour ça que je dis cet enfant est né dans mon cœur depuis toujours. Je pense que Marie, c'est pas un hasard. Finalement, ça a été une continuité de vie. Et nous, très naturellement, on s'est dit, mais on va aimer sans condition, puisque nous, on va se mettre au niveau de cet enfant et on avancera avec cet enfant. C'est pas cet enfant qui devra aujourd'hui répondre à nos attentes, à notre rêve. C'est très évangélique comme démarche. Je ne sais pas du tout si c'est évangélique. Dans Saint Jean, aimer, c'est tout donner. Donc donner sans condition. Nous, c'est naturel et c'est notre cœur. Et par contre, on le vit et c'est vraiment une démarche d'amour. C'est vraiment pas une démarche humaniste ou de vouloir réaliser quelque chose de bien. Nous, c'est vraiment par amour qu'on le fait. C'est pour ça que j'ai voulu appeler cette émission Hymne à l'amour. Voilà. Parce que ce livre, Tombé du nid, est le plus bel hymne à l'amour que j'ai eu la chance de lire depuis que je sais lire. Et c'est pour ça que je suis très heureux non seulement d'avoir eu le privilège de l'éditer, mais surtout de vous recevoir aujourd'hui, parce que je veux vraiment que les auditeurs de Radio Courtoisie et les lecteurs du Salon Beige puissent avoir le même plaisir, ce même privilège de lire votre prose, qui est encore une fois, et je vais insister là-dessus, une prose tout à fait hors du commun. Vous n'êtes pas un auteur, vous n'avez jamais écrit de livre de votre vie. Il y a une fulgurance dans votre style qui est absolument exceptionnelle. Et je vais lire la préface. Vous avez la chance d'avoir une préface de Tim et Martine Guénard qui est magnifique. Je ne vais pas vous la lire en entier, bien entendu, mais je vais vous lire simplement une phrase qui est donc de Tim et Martine Guénard, les préfaciers de votre ouvrage. L'intensité des sentiments que tu nous partages, parce qu'évidemment il faut tutoie. L'intensité des sentiments que tu nous partages est supportable grâce à la beauté de ton écriture. Comment colle-t-elle si bien aux émotions? Les descriptions enjouées font place à des passages kafkaïens. On échappe. Vous n'avez jamais lu Kafka? Non. Donc vous écrivez comme Kafka. Vous le saviez? Non. Notamment. J'ai dû aller sur Wikipédia pour savoir qui c'était, je vous avoue. Les descriptions enjouées font place à des passages kafkaïens. On échappe à l'étouffement en sautant à cloche-pied dans des refrains enfantins et en volant d'un drame à une joie, à la façon de Mary Poppins. Arriver à faire le grand écart entre Kafka et Mary Poppins, déjà c'est un exploit. Nous ne sommes pas des experts, mais nous pouvons affirmer que tu es doué, très doué, et que tu as bien raison de mettre cette beauté provoquée par Marie, et qui lui est prioritairement destinée à la portée des milliers des lecteurs. Nous n'oublierons pas l'immense faveur d'en avoir eu la primeur. Alors je préviens tout de suite les auditeurs et les lecteurs du Salon Beige, en lisant ce livre, on pleure non pas de tristesse, on pleure de colère, on pleure d'émotion, on pleure de joie. Les larmes vous viennent naturellement, et très naturellement d'ailleurs, très humainement aux yeux, et ce sont des larmes qui font du bien, et je vous remercie vraiment de nous avoir fait ce cadeau-là. Vous m'avez dit l'autre jour que vous n'y étiez pour rien, et que ce livre, c'est pas vous qui l'aviez écrit. C'est à la fois une preuve d'humilité assez touchante pour un auteur, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'insiste vraiment là-dessus. Ça veut dire que cette histoire, en fait, cette grande aventure, j'appelle ça vraiment une grande aventure, nous a transportés et nous a vraiment amenés vers un avenir insoupçonné. C'est-à-dire que Marie, aujourd'hui, je le dis vraiment, et toujours avec beaucoup de larmes dans les yeux et des trémolos dans la voix, elle nous a appris à aimer.
c'est finalement elle qui nous fait le chemin. C'est une leçon dans votre livre. Ouais. Moi, je l'ai lu pas mal de fois. Le livre n'est pas du tout fait pour faire une leçon parce que j'ai aucune présomption de non, dire aux gens... C'est une leçon qu'on prend mais que vous ne donnez pas à aucun moment d'ailleurs. C'est magnifique dans votre témoignage. Vous ne faites la morale à personne. Mais on se prend comme quand on sort d'une retraite ou d'un pèlerinage. On en sort grandi, on en sort heureux, on en sort épanoui, on sort comme avec une grâce particulière. C'est pour ça que je vous ai posé cette question-là. Vous dites que c'est pas vous qui l'avez écrit. Vous affirmez que vous avez été inspiré par le bon Dieu pour écrire, pour faire cette démarche-là d'abord avec votre mari et vos enfants pour l'adoption, et ensuite pour l'écrire et le publier. C'est des choses qui vous échappent. Je veux bien le croire, parce qu'arriver à écrire une œuvre d'une telle puissance... Surtout quand on n'est pas du tout littéraire. D'ailleurs, j'espère que vous le prenez pas mal, je me moquais pas, hein. Mais simplement parce que c'est moi qui le dis ouvertement. C'est une réalité. Je le dis très très simplement parce que c'est un fait et je suis absolument pas littéraire. Donc la preuve que c'est encore plus un exercice qui était difficile pour moi. Au-delà de l'écriture, il y a une force qui est dans le livre qui me dépasse, c'est-à-dire la préface de Tim Guénard et de sa femme et de Martine me dépasse complètement. C'est-à-dire quand je l'ai reçue, j'ai pleuré comme jamais. Je suis étonnée que les gens peuvent me renvoyer une telle image finalement. C'est là où je vous dis que le livre ne m'appartient pas. J'ai écrit, oui, j'ai relaté une histoire, mais il y a une force qui est en plus que les gens ressentent quand ils le lisent. J'ai eu beaucoup de retours de gens aussi bien très littéraires que des gens qui sont dans le monde du bouquin, de gens très différents, qui ont été toujours... marqués dans leur chair, quoi. Il y a quelque chose en plus qui se passe et c'est en ça où je vous dis ce livre, oui je l'ai écrit, oui c'est moi qui l'ai écrit, bien sûr, on va pas être mystique ou quoi que ce soit, mais voilà, Marie elle nous a transmis quelque chose, je pense en réelle vérité, qui nous permet aujourd'hui, peut-être aujourd'hui d'ailleurs, elle nous aide à exprimer nos sentiments, ce qui n'est pas forcément le plus facile. Elle nous aide à peut-être les synthétiser et puis voilà, elle nous a fait comprendre que finalement on était sur Terre pour quelque chose. C'est pour ça que je vous parlais de leçon tout à l'heure. Vous ne nous donnez pas une leçon, vous nous donnez une clé, en fait, une clé de compréhension de la vie et de ce qu'est l'amour, de ce que doit être l'amour, comme élément de base. Je vais reciter Tim et Martine Guénard, page 10 de votre ouvrage. Merci Clotilde de nous parler de l'amour, pas comme de l'eau de rose, mais en folie, en combat, en temps qui ne finit pas, en force qui unit, en exploit. Au fil des pages, nous nous sommes souvent demandé comment vous aviez pu continuer. Tu nous montres l'amour comme une force qui excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout et ne passe jamais, comme l'affirme saint Paul. Je rebondis juste avant de vous poser une question. Ils mettent la barre assez haut quand même. Oui, je suis d'accord. Et vous avez mis la barre très très haut. Un peu trop haut, je pense. Non, je rebondis sur ce que vous avez dit et j'aime énormément ce passage où justement elle dit l'amour pas à l'eau de rose est une folie parce que ça correspond beaucoup plus à mon caractère. Et en effet, pour moi, la vie est vraiment une folie. Et l'amour aussi, mais voilà, je la concrétise pas en eau de rose, quoi. J'aime la réaliser plutôt dans des aventures comme ça et dans des rencontres humaines. Vous avez non seulement deux préfaciers extraordinairement lumineux et également connus et très célèbres, mais vous avez aussi un postfacier, ce qui n'est pas donné à tout le monde, qui vous a offert une postface, là aussi absolument exceptionnelle. Moi je suis très sensible parfois, mais j'ai pleuré en lisant votre livre, j'ai repleuré en lisant la préface, et je repleurais en lisant la postface. Donc, vous m'aviez jamais avoué que vous aviez pleuré en lisant mon livre. C'est vrai. J'apprends ça à l'antenne. Ben oui. Et plusieurs fois en plus, parce que je l'ai lu plusieurs fois. Ce postfacier, c'est le docteur Aimé Ravel, le frère de Monseigneur Ravel. Donc c'est quand même une famille de très grands personnages, qui est pédiatre, spécialiste de la génétique médicale, et chef de service de la consultation de l'Institut Jérôme Lejeune. Donc c'est lui qui a eu la chance, le privilège, vous ne l'avez su qu'après, de s'occuper de la petite Marie. Oui. Donc petite Marie qui est arrivée chez vous, et vous avez découvert que cette petite fille avait été suivie depuis sa naissance, peut-être avant d'ailleurs, je ne sais pas, par l'Institut Jérôme Lejeune, et donc par le docteur Aimé Ravel, qui vous offre une postface, là encore, qui est absolument exceptionnelle. Donc vous avez eu l'occasion de le rencontrer, le docteur Aimé Ravel. Quels sont vos liens, du coup, que vous avez pu tisser avec lui, et
Que vous a-t-il dit de Marie après? Alors la première rencontre que j'ai eue avec le docteur Havel, justement, je la décris aussi dans le livre. Ça fait partie des rencontres assez incroyables que Marie nous a permis d'avoir. Donc comme vous le dites, elle a été suivie à la Fondation Lejeune depuis sa naissance. Et tous les pupilles de l'État trisomiques sont suivis à la Fondation Lejeune, mais tous les mois. Alors que nous, en tant que famille, on a accès à la Fondation Lejeune 2 fois par an si on est en région parisienne et 1 fois par an quand on est en province. Donc la rencontre avec Dr Havel a été fantastique, à la fois très simple, mais parce que ce que j'ai énormément aimé, c'est que c'est une personne très vraie, qui est pas là qui nous a jamais encensé pour nous dire qu'il nous attendait, que Marie avait besoin d'une famille. J'aurais pas du tout supporté en fait ce genre de rencontre. Il a été très factuel dans un premier temps, nous expliquant, en nous soulevant tout le dossier de Marie, toutes les inquiétudes qu'ils avaient auprès d'elle. Parce que Marie était très touchée, elle avait des gros signes autistiques. On a même signé une décharge auprès de la, pas de la pouponnière, mais de la tutrice pour dire qu'on était au courant de ses troubles et qu'on s'y engageait. Donc il nous a soulevé tout le dossier en nous expliquant. Et ensuite, nous on avait Marie seulement depuis 1 semaine. Et ensuite, il l'a auscultée. Et là, ça a été assez saisissant parce qu'il a trouvé que Marie avait déjà énormément changé. Alors pour nous, c'était très naturel. Moi, j'étais venue en train à la Fondation Lejeune. Donc j'avais mis en kangourou. Marie était toute petite. Et pendant tout le moment où il m'a parlé du dossier de Marie, Marie était donc naturellement contre moi et me regardait, puisque dès qu'elle levait la tête, elle ne voyait que moi. Et pour moi, c'était très naturel. C'est ma fille, donc... c'est mon enfant, dès la première fois que je l'ai vu, et même ce que je dis dans le livre, dès le début, où on a commencé à faire ces démarches, pour moi, c'était tout à fait naturel que de son côté aussi, l'échange se fasse. Et lui, il a été très troublé, m'expliquant qu'en fait, avant qu'on aille la chercher, c'était un enfant qui ne tenait pas le regard. En fait, c'était un enfant qui était... Voilà, qui était en immense souffrance, et c'est pour ça qu'elle avait, il semblait, des troubles autistiques. Pour moi, votre livre, c'est la plus belle réponse aux politiques mortifères actuelles et les délires des apprentis sorciers sur la GPA, la PMA, tous ceux qui veulent déconstruire la famille, parce qu'elle montre le côté absolument fondamental de l'amour entre un enfant et ses parents. Tout à fait. Voilà, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est ce qu'il y a de plus beau. Marie vous attendait, vous l'attendiez, et quand... mais vous l'avez rencontrée la première fois, et bien elle a su que c'était vous, vous avez su que c'était elle, et vous l'avez accueillie comme votre propre enfant. C'est magnifique. À qui s'adresse ce livre? Qui vient de sortir, il n'est même pas encore dans toutes les librairies, puisqu'il est sorti là, en début de semaine, lundi. Alors au début, c'est vraiment, il s'adresse à mon mari en priorité. C'est un hommage pour mon mari d'avoir accepté de suivre cette folie. Pour moi, c'est une gigantesque folie. Et qu'on n'avait pas du tout posé. Il a été complètement partie prenante. Dans votre livre, d'ailleurs, il est très impliqué. C'est un livre où vous impliquez votre mari et vos enfants de manière pleine et entière. Mais de toute façon, que les choses soient très claires, on ne peut pas aller vers Marie par devoir. On ne peut pas faire ça par devoir. Donc Nicolas, c'est soit il était complètement pris dans la chair aussi pour aller vers cet enfant, soit il ne le faisait pas, c'est pas possible. On n'aime pas quelqu'un par devoir, on n'aime pas quelqu'un par pitié. Marie ne nous fait absolument pas pitié. On est ses parents, on aime les gens pour ce qu'ils sont en fait. Donc le livre est vraiment en priorité pour Nicolas parce que sans lui l'aventure était impossible. Déjà parce qu'il a dit oui, déjà parce qu'en plus c'était la deuxième fois qu'il vous faisait le coup en disant oui. Ouais, mais là c'était un oui encore plus fort. Parce que c'était un oui encore plus fort qui faisait en plus écho au oui qu'on s'était donné 6 ans avant. Donc c'est pour Nicolas, c'est pour tous nos enfants, parce que pareil, on leur a imposé, pour le coup eux, on leur a imposé l'histoire, c'est vrai. Parce qu'un enfant de 2 mois, vous pensez bien qu'on n'allait pas lui demander son avis. Donc oui, on leur a imposé... À la limite, tout nouvel arrivé dans une famille, exactement. Un nouveau bébé est imposé aux autres et ils l'accueillent... parce que la famille s'agrandit, ils l'accueillent avec amour sans se poser de questions. Tout à fait. Donc c'est un hommage aux enfants parce qu'on leur a imposé et eux, ce qui est fantastique, c'est que ils le vivent aussi dans leur chair. Marie, aujourd'hui, c'est vraiment leur petite sœur. C'est pas un petit électron libre qui s'est greffé à notre famille. C'est leur sœur. Tout simplement. C'est pas autre chose, donc c'est aussi simple que ça. Mais nous, c'est ce qu'on voulait. C'était notre quand je vous dis à qui s'adresse-t-il aujourd'hui, dans les lecteurs
Alors voilà, donc et là, je vous ai fait... dans les lecteurs du Salon Belge, dans les auditeurs de Radio Courtoisie et dans tous les gens qui vont avoir la chance, parce que c'est une chance d'aller le lire et le découvrir en librairie et de pouvoir le lire, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces gens-là et que vont-ils trouver dans ce livre Tombé du nid qui est votre témoignage? Pour moi, ce livre, il est vraiment, mais vraiment à la portée de tout le monde et vraiment pour tout le monde, puisqu'on parle d'amour. Je vous confirme. Donc ça rassemble tout le monde finalement, d'aimer un enfant qui est là. En plus, c'est un pupille de l'État, donc moi je considère que c'est un enfant qui appartenait à tout le monde. On a tous un peu à notre niveau sa charge, entre guillemets. Alors aujourd'hui, elle est dans notre famille, mais avant, elle était à l'État. Donc ce livre est vraiment pour tout le monde. Et je le vois déjà, ça rassemble, cette histoire en fait rassemble, ça émeut tout le monde à son niveau. Alors il y en a, ils vont se reconnaître par rapport à la foi qu'ils ont, peu importe que ça soit Dieu ou un autre Dieu, pas forcément le même, mais on est tous je pense qu'on est tous dans la même direction parce que finalement, toute personne qui réfléchit un peu sur sa vie a envie d'une seule chose, c'est d'aimer. Et ça rejoint exactement, là je regardais ces derniers temps, regardez les philosophes, finalement, ça rejoint juste une réflexion sur sa vie et savoir pourquoi finalement on est sur cette terre. Ce qui est très profond, mais très incarné, parce que votre livre en fait est très très incarné. Vous faites référence effectivement à votre foi. Elle s'incarne dans votre livre, vous n'en parlez quasiment pas dans le livre, et c'est pas du tout... vous ne mettez pas votre foi en avant comme un passeport. C'est incarné dans votre livre, ça transpire dans le bon sens du terme dans chacune des phrases, dans chacune de vos démarches et dans chacune des pages. Mais c'est pas du tout un livre, c'est pas du catéchisme, vous ne faites pas ça d'ailleurs au nom de votre foi, vous mettez pas ça comme un étendard du tout. Ça peut pas être un catéchisme parce que déjà je suis pas assez calée pour ça. J'ai pas beaucoup de culture, mais moi j'aime vivre les choses vraiment par mes tripes et par tous les pores de ma peau. Donc ce livre, c'est à la fois, je mets pas en avant ma foi, mais à la fois, comme vous dites, elle est incarnée et je la mets pas de côté puisque ça serait hypocrite. Parce que sans ma foi, en fait, la foi, ça a vraiment été l'étincelle qui nous a... Nous, on était bercés par cet amour et on avait envie d'aller vers Marie. Mais sans la foi, en toute honnêteté, on en était vraiment incapable, et je le dis encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que la foi est palpable dans ce livre et que j'en parle sans en parler parce que ça a été notre moteur quand même. Et on n'aurait pas tenu le coup. Sincèrement, on n'aurait pas tenu le coup de ces 2 années de lutte vraiment si on n'avait pas cette espérance. Il n'y a aucun doute et ça ressort dans votre livre, je vous dis quasiment à chaque page. Alors, pour les auditeurs de Radio Courtoisie et évidemment pour tous ceux qui nous écoutent et qui nous voient avec le Salon Belge, sachez que Clotilde Noël sera à la grande fête de Radio Courtoisie, donc le 14 juin prochain, qui se tient à la porte de Champéret. Donc, si vous voulez rencontrer Clotilde, si vous voulez venir faire dédicacer votre livre Tombé du nid et rencontrer tous les autres auteurs et les autres patrons d'émissions de Radio Courtoisie, eh bien rendez-vous le 14 juin prochain à la grande fête de Radio Courtoisie. Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, merci de votre fidélité et j'ai la chance de recevoir Clotilde Noël, jeune auteur, pour son magnifique ouvrage, son magistral ouvrage Tombé du nid. Et c'est un des aspects que je voulais évoquer avec vous. Vous êtes l'auteur de ce livre et la première fois que vous en avez parlé à l'éditeur, vous avez dit « Je ne veux aucun droit sur ce livre ». Parce que c'est une démarche que vous avez fait, une démarche d'amour. Qui dit d'amour dit don total. Donc il ne s'agissait pas de faire de l'argent autour de votre histoire et autour de cette petite Marie. Et du coup, vos droits d'auteur, vous les avez transférés à une association que vous avez créée pour l'occasion. Tout à fait. Et qui s'appelle Tombé du nid. Tombé du nid. Alors pour nous, quand on est arrivé à Marie, on s'est rendu compte que c'était pas du tout un but à atteindre. C'était pas quelque chose à avoir ou à posséder, c'était le commencement de quelque chose. En fait, Marie nous apprend vraiment à aimer. On a créé donc une association du même nom, Tombé du nid. C'est une association relais finalement, qui permet de récupérer les fonds pour pouvoir aider tous les projets qui sont dans ces continuités. Donc pour aider tous les tombés du nid de la société. On pas trouve seulement d'ailleurs des enfants trisomiques ou des handicapés, c'est vraiment au sens très large aider les plus démunis.
Je vais lire le courrier, la lettre. Je ne vais pas le lire, vous allez le lire, parce que c'est votre prose. D'accord. Et comme ça, vous vous adressez directement au lecteur et au futur lecteur de votre ouvrage. Chers amis, avant de refermer ce livre, je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir partagé cette aventure avec nous, mais je voudrais surtout que vous sachiez que je n'ai pas choisi d'écrire ce livre. Il s'est imposé comme une évidence, comme un impérieux appel à témoigner de tout ce que Marie nous a appris et nous a donné en nous ouvrant son cœur. Alors en famille, nous avons décidé de céder tous les droits d'auteur liés à la vente de ce livre, pour qu'il soit intégralement reversé à l'association Tombée du Nid, que nous avons créée pour l'occasion. Ce livre n'est que le commencement d'une plus grande aventure. Dans quel bateau nous embarquons-nous? Où tout cela nous emmènera-t-il? Comme l'écrivait Antoine de Saint-Exupéry, si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. Chers amis, si le cœur vous en dit, embarquez avec nous, nous comptons sur vous. Comme ça, les choses sont claires. Voilà, tout est dit. Et vous avez raison, mais c'est magnifique. Il faut essayer au moins. C'est à nouveau un acte de foi que vous posez, parce que là encore, on reproche à nos sociétés et aux gens aujourd'hui de ne pas poser des actes, que ce soit à travers cette démarche de l'adoption, votre livre et la création de cette association que vous avez créée donc avec votre mari Nicolas. On peut dire que les actes, vous les posez, et ils sont lourds, et ils sont lourds de conséquences, et ils sont lourds aussi pour vous, parce que évidemment, il y a la promotion de ce livre, parce que tous les livres qui vont être vendus permettront justement d'apporter un soutien financier à l'association, et derrière, c'est vous. Alors comment vous allez faire? Vous allez choisir des projets, vous allez soutenir des causes, comment concrètement ça va s'organiser? Pour le moment, l'association n'a qu'une action, c'est la vente du livre. Et ensuite, on relaie cet argent. C'est vraiment une association relais, comme je vous dis, dans un premier temps. Après, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Et peut-être que dans quelques temps, dans quelques années, je serai de nouveau là pour vous parler d'un autre projet qu'on a mis en place dans Tombée du Nid. Vous serez la bienvenue. Voilà, ben merci. Aujourd'hui, notre argent va aider des associations, puisqu'il y en a qui font les choses très bien déjà. Et en premier, je pense à la toute première association qui va recevoir notre premier argent et pour lequel je serais tellement contente de faire un chèque. C'est l'association dont je parle dans le livre, qui suite à l'agrément nous a permis d'avoir Marie. Ce sont des gens extraordinaires, ça s'appelle SOS Emmanuel. Ce sont les Alain Grain, Jean et Lucette, qui ont donné toute leur vie pour la cause. Je suis très émue quand j'en parle, parce que c'est complètement incroyable de rencontrer encore des gens comme ça. Qui sont dans le don complet. Dans le don complet, le désintéressement, et c'est surtout qui ont gardé une immense humilité. Ce qui est assez rare en fait. Ça va souvent avec le vrai amour. Oui, mais souvent les gens, à partir d'un moment, quand ils font des belles choses, basculent et tombent dans l'orgueil ou dans la médiatisation, je ne sais pas ce qui se passe à un certain moment, qui fait qu'ils en perdent la cause. Alors que Jean et Lucette ont gardé cette humilité de toujours replacer leur action en fait dans leur foi. Ils savent pourquoi ils le font, ils savent qu'ils sont juste des instruments et ils le font parfaitement bien. Alors ils font quoi précisément? Alors en fait, tous les enfants pupilles de l'État abandonnés, dits à particularité, sont... Donc il y a un handicap quel qu'il soit. Oui, handicap quel qu'il soit. Donc aujourd'hui, parce qu'à l'époque, ils avaient carrément un foyer et on leur donnait en direct. Aujourd'hui, les choses sont différentes. L'enfant est abandonné et mis en pouponnière là où ses parents ont accouché. Donc Marie, par exemple, pour un cas concret, ses parents ont accouché à Paris, donc c'était une pupille de l'État parisienne. Très chic. C'est très français. Et donc, en fait, à chaque fois qu'il y a ces enfants abandonnés, Jean et Lucette sont immédiatement mis au courant. Et on leur demande, on les supplie de trouver des familles pour accueillir ces enfants, parce que l'État, concrètement, est inquiet pour ces enfants, parce que la pouponnière s'arrête à 3 ans. Et après 3 ans, c'est très compliqué, ça passe de famille d'accueil, etc. Donc eux, ils essayent de trouver des familles, ou les familles viennent à eux, parce que nous, en fait, c'est pas eux qui nous ont trouvés, c'est nous qui avons voulu faire cette démarche, et donc on est arrivé vers eux. Donc c'est le conseil général qui vous donne les coordonnées de ce genre d'association? Non.
Donc comment ça s'est fait concrètement? Et ben nous, on a fouiné en fait sur Vous Internet. les avez trouvés un peu Mais nous, par hasard, providentiellement. Voilà, mais nous on connaissait rien, hein, pour vous dire, quand on était prêt à adopter Marie, on pensait qu'on était prêt et donc un mois après on avait Marie. Donc ça a été un peu la douche froide quand on a su qu'il fallait un agrément, qu'il fallait qu'on passe une sorte de diplôme quoi, pour pouvoir aimer cet enfant. Donc on passe par le conseil général et suite au conseil général on passe par des associations. Et les Alain-Grain est donc une association qui nous place, eux, ils ne s'occupent que des enfants handicapés. D'accord. Donc à partir de là, C'est clair. voilà, c'est clair. Et donc c'est comme ça qu'on les a rencontrés, mais on a fait les démarches en parallèle, c'est-à-dire pendant qu'on était en train de faire l'agrément, on a pris contact avec eux, ce qui nous a bien aidés, parce qu'eux ils nous ont parlé vraiment de la trisomie de façon concrète, et pour le coup on savait très bien à quoi ça s'attendait, parce qu'ils ont un discours totalement en vérité, hein. Ils nous cachent pas la vérité, puisque leur grand souhait c'est que l'adoption fonctionne toute la vie, hein. C'est pas juste un élan de cœur en fait. c'est peut-être aussi pour ça que les procédures et l'agrément voilà. qui sont prévus sont un petit peu longs pour éviter normal, bien sûr. Les légitimes élans du cœur. Mais... C'est tout à fait normal. Alors dans votre ouvrage, et je pense aux Alain-Grain pour ça, c'est eux qui m'y font penser, vous citez deux auteurs, l'un qui m'est cher, l'autre un peu moins. Antoine de Saint-Exupéry qui dit « Il faut bien que je supporte 2 ou 3 chenilles si je veux connaître les papillons. Il paraît que c'est tellement beau. » Et l'autre, Jean-Jacques Goldman, « Il n'y a pas de caresse en fermant les mains. » C'est votre démarche d'ouvrir les mains? Oui, parce que voilà, concrètement... vous cherchez les chenilles? Et d'ouvrir les mains, oui, ça a toujours été notre démarche. C'est pour ça que je dis que Marie est née dans notre cœur depuis longtemps. Oui. Pas de façon concrète, on ne savait pas qu'on allait vers cet enfant. C'est vraiment ce long chemin qui est quasiment un chemin de croix que vous portez, puisque vous allez d'embûche en embûche, et vous vous relevez à chaque fois, convaincu qu'il y a un papillon qui vous attend au bout. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez conscience, en le relisant après, évidemment que vous avez été inspiré en l'écrivant, mais que vous allez que vous emmenez le lecteur si loin, si haut, ou je dirais plus si profondément? Non, j'en ai pas conscience du tout, parce que c'est notre vie, donc pour nous elle est simple, nos réflexions elles sont simples. Moi je suis une simple mère de famille, donc moi toutes mes réflexions c'est des réflexions de mère de famille, donc comme je vous disais dans une autre question, j'ai pas tellement de culture, je suis pas du tout littéraire, donc moi j'ai pas l'impression d'emmener les gens loin. Moi c'est vraiment mes petites réflexions au jour le jour, parce que j'ai vraiment envie de trouver ce bonheur en fait. Et je considère que le bonheur il est en soi, on a soi-même se bouger finalement pour aller vers, c'est une dynamique. Et donc depuis toute petite, c'est ce que je dis dans le livre, hein, depuis l'âge de 6 ans, je suis partie dans cette dynamique-là, de me dire aujourd'hui ma vie elle est entre mes mains, si j'ai envie d'être heureux, à moi de me bouger, arrêtons de pleurnicher sur ce qu'on n'a pas eu ou sur ce qu'on a mal eu, parce qu'on a tous des micro-cabosses ou des choses qu'on n'a pas aimées, à nous de construire et d'aller devant et de faire des choix, de rencontrer des gens, d'être dans cette dynamique aussi, de toujours aller vers l'autre, puisque finalement c'est quand même l'autre, c'est à travers l'autre qu'on apprend énormément de choses. Surtout. Mais merci beaucoup de nous donner ces primeurs et ce beau témoignage pour les auditeurs de Radio Courtoisie qui vous écoutent aujourd'hui, dimanche 17 mai, qui vous réécouteront, qui peuvent toujours vous réécouter d'ailleurs après, plus tard, soit sur le Salon Belge, soit sur les ondes de Radio Courtoisie. L'un de vos chapitres, c'est plein de petits chapitres très courts, quasiment des petits paragraphes, c'est un peu comme une nouvelle, hein. plus puissants les uns que les autres, s'appelle « J'ai choisi l'amour ». Ça aurait pu aussi être le titre de votre livre. Ça ne parle que de ça finalement. Oui, mais je trouvais que c'était trop large et pour le coup, on met beaucoup aussi dans le mot amour des choses qui veulent rien dire. Et j'avais envie d'un titre... C'est sûr que là, vous l'incarnez. Là, la personne qui a des doutes sur qu'est-ce que l'amour. Vous dites, vous, que vous êtes un peu KO quand vous avez lu mon livre. Moi, oui. je vous renvoie à chaque fois que je reçois un mail. Donc, je pense d'ailleurs que je vais sortir tous mes mails. Je vais commencer à les mettre dans un cahier. Ça a commencé par le mail du docteur Ravel qui a été dans l'histoire dès le début, bien avant que je vous contacte. Et que je relis régulièrement et qui me font énormément pleurer. Pour le coup, eux me laissent complètement KO parce que ça me renvoie une image de moi que je ne réalise pas du tout. J'ai du mal, en fait, je l'ai fait lire à très peu de personnes parce que je trouve ça tellement fort que je trouve ça limite présomptueux de le montrer aux gens parce que je trouve que c'est scotchant, quoi. On m'avait rarement parlé comme ça et encore moins par écrit et donc voilà. Il faut reconnaître que pour ceux qui ne connaissent pas le docteur Ravel, quand ils auront lu la préface,
Ils comprendront effectivement que c'est quelqu'un d'assez hors du commun, il n'y a aucun doute. De toute façon, si c'est lui qui est aujourd'hui le pédiatre spécialiste, son titre exact, c'est le chef de service de la consultation de l'Institut Jérôme Lejeune, donc il travaille évidemment en étroite collaboration avec la Fondation Jérôme Lejeune. Je connaissais de nom le professeur Lejeune, d'ailleurs qui nous a suivis dans toutes nos démarches parce qu'on l'a énormément prié. Oui. Je me disais qu'il y a eu des moments vraiment de grand désespoir. On est aussi passé par là, il ne faut pas croire que voilà, on était tout le temps fort. Et peu de temps en fait, avant qu'on ait une réponse qui était vraiment décisionnaire, c'était son anniversaire de sa mort. Et je me suis dit finalement, au lieu de courir partout, on va prier finalement celui qui a été quand même l'initiateur de tout ça, qui est mort en disant qu'il les abandonnait et donc qui était triste de partir, j'ai vu dans ses écrits, parce qu'il avait l'impression d'abandonner et donc je l'ai vraiment invoqué en lui disant tu les as pas abandonnés et nous aujourd'hui on a vraiment besoin de toi, aide-nous. Et c'est vrai que voilà, on s'est aussi raccroché à tous ces gens qui avaient aussi vécu pour les autres, quoi. Ça nous a porté aussi, ça nous a énormément porté, ça nous a aidé à faire tout ce chemin. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est un petit miracle du professeur Lejeune, un de plus. Évidemment. Est-ce que je peux vous demander un exercice difficile qui va être de nous lire, si vous voulez bien, les premiers mots de votre ouvrage, Tombé du nid, et de comprendre de manière incarnée aussi et avec votre voix dans quel monde ils vont plonger quand ils vont lire votre ouvrage. Donc ça commence par le début. Juste avant de commencer. Vous vous arrêtez quand vous voulez, bien entendu. Ah ben non, je ne vais pas m'arrêter. Ce qui est important juste de savoir, c'est que ça a vraiment été écrit, comme on dit, dans un carnet de bord. Donc les premiers passages ont vraiment été écrits le jour où ça s'est passé. Donc il y a vraiment l'ambiance du jour passé. Je pense que j'aurais pas été capable de les réécrire après, puisque après ça a été plus compliqué les rendez-vous. Donc c'est vraiment les joies qui ont été vécues au moment dit. Donc ça commence il y a quasiment 4 ans, jour pour jour. C'était le 26 mai 2011. Il était une fois. Aujourd'hui, jeudi 26 mai 2011, il est 17h. Je vais chez le médecin, visite obligatoire pour constituer le dossier de ta venue. Avant de partir chercher les grands à l'école, j'attrape d'un bras le maxi cosy ou Brune, âgée de 2 mois, dort, Philippine 3 ans à l'autre main. J'ai les clés de voiture entre les dents, il me reste juste un bout de doigt de libre pour embarquer le goûter, un doudou, quelques couches, un choupi corné qui traîne, de quoi colorier. À l'aveugle dans un tiroir de la salle de bain, je saisis un échantillon de parfum. Un pchit à la volée. Je le repose. C'était chance. Je souris avec les yeux qui pétillent. Je claque la porte. Je comprendrai bien plus tard que mon désir d'aller vers toi était un appel à sortir de ma propre terre. Invitation à m'ouvrir à une vie nouvelle, commencement d'un exode qui me conduit vers un avenir insoupçonné. Ce n'était pas un hasard, mais la réelle chance de saisir une autre vie. Le Conseil général nous avait fourni une liste de plusieurs médecins référencés. Comment choisir? Amstramgram, piqué-piqué-collégramme, bourré-bourré-ratam-tam, Amstramgram, pique-dame, c'est lui. Il auscultera toute notre famille, pas de doute possible, plus de doute possible. Maintenant que nous allons vers toi, j'ai confiance. Je prends rendez-vous au plus vite. Je précise à la secrétaire que nos enfants ne sont pas encore au courant de notre cheminement. Nous savons que les démarches seront longues, nous voulons les protéger. Je compte sur la discrétion du médecin. Pendant cette rencontre, les enfants sont calmes et souriants. Je savoure. Ce médecin est doux avec chacun, il répond avec plaisir et intérêt aux 1001 questions qui fusent. Il termine son examen par Brune. Elle le regarde avec ses grandes billes noires à la manière d'une chouette. Ce petit visage étonné m'amuse. Elle ne peut mesurer en effet ce que ce rendez-vous laisse présager pour la famille. Merci Clotilde. Je n'ai rien rajouter parce que ça se suffit à soi-même. Merci de nous avoir lu cette introduction. Ceux qui voudront la suite, eh bien, la découvriront en achetant l'ouvrage Tombé du nid, donc, que vous venez de nous offrir, parce que c'est un véritable cadeau que vous nous faites. N'oubliez pas de soutenir Radio Courtoisie, qui en a bien besoin. Merci, chers techniciens, de nous avoir soutenus et conduits pendant toute cette émission. Merci beaucoup, Clotilde Noël. Rendez-vous dans 4 semaines. Ce sera le 14 juin prochain, donc ce sera le jour de la grande fête de Radio Courtoisie, où vous retrouverez tous Clotilde Noël, qui sera là en chair et en os, et qui pourra dédicacer ses livres. Voilà. Entre-temps, j'espère avoir le plaisir de vous retrouver tous sur les routes de Chartres.
dans un sens ou dans l'autre. Vive à Christ Oreille et que Dieu vous garde.